est-ce que déjà tout simplement ce Tour de France 2026 se présente bien? On a évidemment hâte. Nous sommes à pied d'œuvre. On est à Barcelone. Le Tour part ce samedi. On a évidemment très envie de voir le combat des chefs entre Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Sexas, la pépite française, le plus jeune coureur au départ du Tour depuis 1937. On a très envie, la ville de Barcelone rêvait du Tour depuis longtemps. Nous rêvions d'un départ du Tour à Barcelone depuis longtemps, en fait depuis 2009, depuis notre précédente halte avec une victoire de Touruchov à l'époque. Donc oui, on est évidemment très heureux. Un contre-la-montre par équipe, c'est toujours particulier. C'est plus arrivé depuis 55 ans pour ouvrir le Tour. Oui, sans la règle appliquée sur Paris-Nice et ensuite sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir que c'est le temps du premier qui compte, on n'aurait jamais fait de contre-la-montre par équipe. On n'en aurait pas fait non plus s'il n'y avait pas la colline de Montjuïc. Montjuïc est un élément déterminant, non pas du choix de Barcelone, nous avons choisi Barcelone, mais du choix des épreuves sportives. Un chrono par équipe le premier jour et une course en ligne avec un tracé en boucle ensuite, c'est Montjuïc. Ce contre-la-montre avec temps pris sur le premier, en fait, rend exactement ce qu'est le cyclisme, un sport individuel qui se court par équipe, pas un sport d'équipe, un sport individuel qui se court par équipe. Et je remarque d'ailleurs que quand on l'a introduit, grâce à Yannick Talabardon et François Lemarchand à l'époque, donc ceux qui s'occupent de Paris-Nice, quand on l'a introduit, certaines équipes disaient ça changera rien. Si, ça a beaucoup changé parce que bien évidemment, les coureurs n'arrivent pas tous ensemble. Dès lors qu'on a une arrivée en bosse, si tout est plat, ça ne change rien. Dès lors qu'on est arrivé en bosse, et là la bosse, elle se nomme Montjuïc et c'est un atout déterminant du grand départ. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas donc sur l'ancien format, si tant est que ça ne vous plaisait pas, mais sur l'ancien format C'est une épreuve que j'appréciais d'un point de vue esthétique ou athlétique, mais encore une fois, c'est un sport individuel qui se court par équipe. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des règles différentes le jour du chrono par équipe et puis ensuite. Et les fois où on a pu le mettre d'ailleurs en 19 par exemple, c'est surtout parce que dans mon esprit, ça faisait moins d'écart qu'un chrono individuel. C'était la seule véritable raison qui, je l'avoue, n'était sans doute pas une bonne raison. Voilà. Donc là, en revanche, c'est absolument parfait. Pour les équipes, il faut peut-être pour certaines d'entre elles choisir entre une possible victoire d'étape ou le classement général, privilégier son leader ou celui qui est le plus fort dans ce genre d'exercice. Donc ça met un suspense supplémentaire et encore une fois, dès lors qu'on a décidé de partir de Barcelone et que nous savions évidemment qu'il y avait Montjuïc, on s'est dit on va faire un chrono par équipe avec temps pris sur le premier. On peut imaginer un Français en jaune demain, Kevin par exemple. Si vous êtes normand, vous l'imaginez Oui, on peut l'imaginer, en effet. S'il fait un aussi beau début de tour que ces dernières années, et si l'équipe Net Company Ineos, son équipe, est aussi performante que sur Paris-Nice ou sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est sans doute possible. En tout cas, ils ne seront pas loin de la première place. Quand on voit les noms des coureurs de l'équipe pour cet exercice-là, à savoir Philippe Ogana, à savoir Tobias Foss, à savoir Joshua Tarling, qui s'est cassé la clavicule il y a un mois, mais qui est là, qui revient, plus Vauquelin, oui, ça fait une équipe très très puissante et faite pour ce type d'exercice. De toute façon, il n'y a que, entre guillemets, 30 Français au départ. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais quand on regarde les noms, pour prendre l'expression, c'est prometteur. Oui, je regardais régulièrement jusqu'à ces dernières années le nombre de coureurs français au départ parce que c'est un élément très important pour moi. Je ne l'ai pas fait cette année et c'est à l'évidence pour la raison que vous évoquez dans votre question, à savoir qu'on a des noms. Donc on fait moins attention au nombre. J'ai lu ça, je ne le savais pas. 30 coureurs au départ, c'est le plus faible nombre depuis 1968 avec un tour avec des équipes nationales, 3 équipes de 10 Français. Mais oui, on cite Sexas, on cite Vauquelin, on cite Martinez. Voilà, donc il y a des coureurs de qualité qui sont là et qui peuvent aller chercher des étapes et même faire mieux, on l'espère en tout cas. L'autre facteur, en plus qu'on est dans les chiffres, 50 nouveaux coureurs qui découvrent le Tour de France, c'est assez énorme. Quel regard vous portez là-dessus ? C'est très impressionnant, 50 coureurs qui vont découvrir le Tour. Thierry Gouvenou me disait que c'était 49 l'année dernière, ce que je n'avais plus en tête. Mais oui, ça m'a paru énorme. Je voulais savoir pour la réunion, le briefing des coureurs, combien il y avait de nouveaux qui étaient là pour la première fois. 50. C'est quasiment 20%, c'est 25%, c'est considérable bien évidemment. Thierry me disait, mais combien y a-t-il des 49 coureurs qui ont découvert le Tour l'an passé, encore dans le peloton cette année? Je n'en sais rien, parce qu'il y a un changement, est-ce que ces coureurs restent dans le peloton ou pas, est-ce qu'ils s'en vont? En tout cas oui, ça fait beaucoup de nouveaux coureurs qui découvrent le Tour, oui, ça c'est sûr. Est-ce que ça crée un stress particulier? Ça c'est la question, il faut la poser aux coureurs eux-mêmes. On sait qu'il y a plusieurs éléments de stress. Le Tour de France en lui-même, sa force médiatique aussi, votre présence, les questions qui sont posées partout. Et puis le fait qu'ils roulent de moins en moins en peloton puisqu'ils sont de plus en plus souvent en stage. Donc vous avez des coureurs qui découvrent le Tour, l'épreuve où il y a le plus de stress, et ils sont de moins en moins souvent en peloton. Donc oui, bien évidemment, on peut se dire, c'est un risque encore accru de chute. Christian, il y a un facteur qui va nous
faire parler, notamment en France, c'est la chaleur, la canicule qui devrait être très importante à notre Tour en France. Le Tour de France va devoir s'adapte déjà, mais est-ce qu'il va falloir faire mieux ? Vous savez, quand on me dit régulièrement avant le Tour, est-ce que vous êtes prêts ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On est prêt, en effet, à s'adapter partout, toujours, tout le temps. Qui aurait imaginé, en tout cas certainement pas nous, qu'on devrait changer une étape l'an passé pour la dermatose nodulaire bovine contagieuse dont je n'avais strictement jamais entendu parler 2 jours avant. Donc le principe même, et le boulot même des organisateurs de courses cyclistes et du Tour de France, c'est de s'adapter. Donc on va s'adapter avec 2 populations qui sont différentes. Je ne nous mets pas, vous journalistes, nous organisateurs, dans la catégorie des suiveurs. Il y a le public et il y a les champions. Pour ce qui concerne les champions, vous savez qu'il y a un protocole climat mis en place par l'UCI depuis quelques années, avec des représentants des coureurs, des représentants des équipes et des représentants des organisateurs, et qui dépend non seulement de la température, mais de l'humidité, mais du vent, mais de la vitesse. Sachant que les coureurs sont des athlètes de haut niveau, rompus aux fortes chaleurs. J'entendais hier Paul Sexas dire mais ça fait longtemps qu'il fait chaud, donc on s'entraîne avec, c'est pas comme si ça arrivait d'un seul coup. C'est ça le danger en fait, c'est quand ça arrive d'un seul coup. Sachant que nous fournirons aux équipes davantage de glace par exemple, puisque vous savez que les coureurs mettent des gilets réfrigérants avant le départ et ensuite de la glace dans des bas dans leur cou, donc ils auront besoin de davantage de glace, on en fournira davantage. Bien évidemment qu'avec le président du jury, des commissaires, on peut jouer sur le ravitaillement, théoriquement interdit dans les 30 et dans les 30 premiers et 20 derniers. Il peut y avoir le ravitaillement ouvert beaucoup plus, voire tout le temps. On peut jouer sur les délais d'élimination pour faire en sorte que les champions n'aient pas d'efforts démesurés à fournir pour rester dans la course. Voilà. Nous rajouterons, nous, une 3e moto fraîcheur, ce qu'on appelle les motos fraîcheurs, donc des motos qui sont en général derrière l'échappée pour fournir des bidons au cas où les voitures d'équipe ne peuvent pas être là. Donc ça, c'est vraiment pour la partie champion, pour la partie coureur. Pour la partie publique, qui est un élément important pour nous et évidemment pour les autorités, il y a beaucoup de mesures de bon sens, et notamment sur les antennes de Radio France ou sur France Télévisions ou dans la presse quotidienne régionale, simplement pour dire aux gens venez avec un chapeau, venez avec une casquette, prenez une bouteille d'eau, sachant que la caravane du Tour, on va la voir sous un autre aspect, je pense, pour la première fois, parce que la caravane du Tour, elle a 2 500 000 couvre-chefs. La caravane du Tour, elle distribue 2 500 000 casquettes ou bobs. Je crois que vous connaissez les bobs d'ailleurs. Il y a aussi 550 000 canettes de boissons non alcoolisées qui sont distribuées. Il y a 400 000 litres d'eau qui circulent sur le Tour. Pour les gens du Tour, nous, vous, il est bien évident qu'un préfet peut toujours limiter le public sur une zone où il n'y aurait pas du tout au nombre. Mais tout ça, c'est du bon sens. Mais prévenir les gens, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les décès de ces derniers jours, c'est beaucoup plus dans les régions où d'ordinaire il ne fait pas chaud que dans les régions où il fait chaud. Et à l'avenir, vous preniez en exemple le col de Hague, un col ombragé. Est-ce que c'est ça le futur du Tour, des routes ombragées ? Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'on ne faisait absolument pas attention à ça il y a 5 ou 6 ans et que désormais ça fait partie des éléments de choix quand on trace un parcours. Ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y aura plus de Ventoux demain, plus d'Alpe d'Huez, plus de Galibier, plus de Tourmalet. Mais oui, cet élément-là, on ne le prenait pas en compte. Pour ce qui me concerne, le Grand Colombier est magnifique dans le département de l'Ain. On a toujours privilégié les fameux lacets qui sont splendides. Peut-être que demain, il faudra passer de l'autre côté, qui est plus raide, mais qui est ombragé. Parle-nous un peu de l'accueil de Barcelone. Ça fait longtemps, je disais qu'on attendait Barcelone. Donc Barcelone, on est très heureux d'être là. Je m'attends à une folie furieuse ce week-end. Être au pied de la Sagrada Familia, c'était vraiment une chance et un honneur pour nous. Ça fait 15 ans qu'on veut partir de Barcelone et ça fait 15 ans que le maire précédent de Barcelone, Jordi Hereu, qui est désormais ministre chez vous du tourisme et de l'industrie, rêvait de ça. Jaume Colboni le fait. On en est très heureux. Nos amis catalans nous disent qu'il faut que ce soit un départ marquant. Je suis sûr qu'il le sera. Il y a un aspect sportif très important avec Montjuïc que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut toujours convaincre les Français du bien fondé de départ à l'étranger. Ça râle toujours avant, mais c'est très français. Et ensuite, quand il y a une belle course, des paysages magnifiques, les gens ne disent plus rien. Montjuïc joue un élément, encore une fois, déterminant, parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir la beauté des sites, le prestige, la prise de vue dominante de l'hélicoptère qui est magnifique. Il faut aussi qu'il y ait une course formidable. Là, entre le chrono par équipe et l'étape de Tarragone à Barcelone avec 3 tours de circuit, avec 2 tours de circuit en passage, c'est quelque chose de très très fort. Donc on fera le point lundi si tu veux bien, mais on est très heureux, très content et je suis sûr que ça va être formidable. Est-ce qu'il y a un risque cette année avec le favoritisme de Pogačar, moins d'attention du public, plus année
Monde, tout ça. La Coupe du Monde, personne n'y peut rien, mais on en est très content. Il y a le décalage horaire qui est quand même éminemment favorable, même si pour la première fois cette année, il y a 2 semaines de Coupe du Monde. Les fois précédentes, c'était 1 semaine. Il y avait cette Coupe du Monde aussi en novembre-décembre, qui ne faisait pas le bonheur de tout le monde et qui, personnellement, nous, organisateurs du Tour, ne nous dérangeait pas. Voilà. Faut partager. Mais bon, il y a du décalage horaire qui est considérable. Après, tout dépend évidemment de la suite des événements, la qualification des équipes. Je crois que vous avez un beau match en Espagne contre le Portugal bientôt. C'est vrai. Et pour le favoritisme des Pogačar, je crois que c'est... Tu veux dire pour sa supériorité? Ouais. Ouais. Bah, c'est l'incontestable favori, sans aucun doute. Jonas Vingegaard, je crois, a récupéré toutes ses capacités qu'il avait sans doute un peu perdues après son terrible accident du Tour du Pays Basque. On l'a vu gagner très largement à Paris-Nice, on l'a vu gagner très largement en Catalogne, on l'a vu gagner très largement en Italie, mais on ne l'a jamais vu contre Pogačar. Ce qui nous arrange bien, qu'on ne l'ait pas vu en confrontation directe encore aujourd'hui. Est-ce qu'il sera à son niveau? Est-ce qu'il sera juste derrière? Est-ce qu'il y aura un 3e homme qui s'appelle Evenepoel, Lipovic ou Sexas? On verra bien. Pogačar est évidemment le favori du Tour de France. Sur ce que j'ai entendu hier ou sur ce que je vois, au bord des routes du Tour, il me semble qu'à l'applaudimètre, il est pas mal classé aussi, Pogačar. Un Français qui peut jouer le classement général, enfin? Oui, alors ça fait pas si longtemps malgré tout, puisqu'on a quand même, faudrait pas oublier Romain Bardet, 2e et 3e, Thibaut Pinot 3e, Julien Lafilippe qui nous a fait rêver. Mais c'était plutôt la course qui faisait qu'ils étaient parmi les meilleurs. On ne se posait pas forcément la question avant, en tout cas pas pour un podium ou peut-être mieux. Moi, il m'impressionne, c'est très clair. Vous savez que mon discours a changé en 6 mois sur Paul Sexas. Il y a 6 mois, je disais, s'il n'est pas là, on ne lui en voudra pas. Et puis sa performance en Ardèche, en Coupe de France en février, son solo de 42 km, ses victoires autour du Pays Basque, à la Flèche Wallonne, être le dernier à résister à Pogačar dans l'Estrade Bianche et à Liège-Bastogne, m'a fait changer d'avis. C'est vrai que le cyclisme a toujours été un sport considéré comme un sport à maturité tardive. Avec lui, c'est plus le cas, mais ça n'est pas un cas isolé, Paul Sexas, finalement, même si c'est le plus jeune de tous. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très très bons, très vite. Je crois qu'il peut nous donner beaucoup d'émotions, mais il ne le chiffre pas sa place, il dit le meilleur classement général possible. Ce qui laisse la place à tous les espoirs et à toutes les audaces. Question un peu plus anecdotique, mais vous qui avez bien mangé, qu'est-ce que vous avez mangé de bon en Catalogne ou que vous allez manger de bon? Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai fait un excellent dîner à Tarragone avant-hier, avec le maire, Ruben Viñuales, un monsieur très sympathique, de grande qualité. Tout était orienté sur le poisson et sur les fruits de mer. Et je lui dis, ça me fait très plaisir parce que c'est du circuit court. Et le circuit court, c'est capital. C'est-à-dire que c'est pas simplement bien manger, on mange très bien tous les soirs où qu'on aille sur le Tour de France, puis qu'on est invité partout. En revanche là, moi je me souviendrai toujours qu'on a dîné à Tarragone. C'était pas un dîner qu'on aurait pu faire à Lille, à Brest ou à Strasbourg. C'était un dîner de Tarragone et c'était formidable. Christian, Et c'était dans la capitainerie du port. L'année dernière, il y a eu quelques protestations, on se souvient à Toulouse. Il y avait évidemment la tension autour de l'équipe Israël Premier Tech qui n'a Premier Tech, ce sont des Québécois. Pardon, Premier Tech, qui n'a plus lieu Un d'être. peu sensible à 2-3 trucs. Est-ce qu'il y a des craintes de protestation quelconque, que ce soit sur ce grand départ ou de manière générale? Mais le Tour est dans la vie. Quand on est sur 3500 km de course, 3320 km de course, qu'il y a 10 à 12 millions de personnes, voilà, on épouse les soubresauts de la vie. Donc c'est cette année comme toutes les autres années. Il n'y a pas de différence. En revanche, pour ce qui concerne l'équipe en question, beaucoup de choses ont changé, la licence, et je pense que la présence d'Iniesta, footballeur célébrissime du Barça, fait une toute petite différence ici. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde autour du bus, mais ce sera plutôt pour chercher Iniesta. Je reviens sur le tracé, Christian. On se souvient de vos propos lors de la présentation du Tour, comme quoi le dernier week-end pouvait tout renverser. Est-ce que 10 mois plus tard, vous ne changez pas une ligne à ça? Non, je ne change rien, mais je changerai peut-être dans 3 semaines. Non, c'est vous qui changerez pour moi et vous me poserez la question à juste titre. Non, je ne change rien. Le Tour a vraiment été conçu crescendo. Un très fort week-end de départ à Barcelone avec Montjuic, encore une fois, pour avoir les favoris du Tour épaule contre épaule. Ça, c'est sûr et ça va se produire sans aucun doute. Après, on a des Pyrénées qui sont adoucies par rapport aux Alpes qui ont été durcies. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le maillot jaune du Tour à 48 heures de l'arrivée finale, ou même au matin, à la veille de l'arrivée finale, même avec 3 minutes d'avance, ne pourra pas dire j'ai gagné, tant l'étape sera dure derrière. Maintenant, voilà, il confirmera, il prendra peut-être encore plus d'avance, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il ne faudra pas un coup de moins bien sur cette étape-là, ça c'est sûr. Dernière question, il y a des municipales qui sont passées par là l'année dernière, on va passer à Pau
sans Monsieur Béroux. On va passer aussi à Carcassonne avec un maire du Rassemblement National. Est-ce qu'il sera là sur le village départ, comme vous avez l'habitude, mardi? Est-ce que vous avez des discussions avec la ville de Carcassonne, comme avec toutes les villes? Je ne sais pas, mais on a 17 changements de maire sur le Tour de France qui sont essentiellement dans la première partie. Et donc je ne vais pas faire de cas particulier. Il y a eu des changements de maire aussi à Paris-Roubaix. Ça s'est bien passé. J'avais une dernière question. Personnellement, patron du Tour, Marion Rousse, patronne du Tour, a eu la chance de voir une Française gagner. Est-ce que le patron du Tour, Christian Prudhomme, rêve qu'un Français le gagne? Je ne raisonne pas du tout comme ça. L'amoureux du Tour qui sera toujours en moi a évidemment envie un jour d'une victoire française. Bien sûr que oui, patron du Tour, non, ça n'a rien à voir. Patron du Tour, c'est pas être pour tel ou tel. Mais je suis toujours, je ne vais pas vous faire semblant de vous dire que je suis pas sensible à ça. Mais pas comme patron du Tour, j'en tirerai aucune fierté, ça dépend pas de nous. Ça dépend des champions. On n'a rien à voir là-dedans. Moi, certains gens, vous êtes fiers de Paul Sexas, mais c'est lui qui peut être fier de lui ou son équipe ou les gens qui l'ont entraîné, pas moi. Mais en revanche, oui, plus il sera haut dans le classement, plus je serai content. Christian, Merci à tous, une monsieur. dernière, je me permets. Oh, la Belgique est en retard. J'étais derrière. Et une fois, non mais là, s'il le fait exprès, une fois, deux fois. J'étais discret, j'étais calme derrière toi Ouais. pendant 10 minutes. Et j'ai loupé la première question, je vais te reposer une même question. J'ai constaté en préparant la course que Christian Prudhomme avait eu 65 ans. On s'approche de l'âge de la retraite. Même si vous ne les faites pas. C'était la première question. Alors je vais récupérer la matière chez mes collègues. Christophe Bérard me pose. Ah non, en plus c'est pas vrai. Non, attends. Christophe Bérard est capable de me poser de flexion, mais il m'a jamais fait ça. Non, mais sérieusement, est-ce que j'ai connu la transition Jean-Marie Leblanc, Christian Prudhomme sur Bah, le tu premier connaîtras tour. pas la suivante. Je suis désaccrédité. Voilà. Non, évidemment qu'il y a plus de tours derrière moi que devant moi, sans aucun doute. Maintenant, je me sens pas encore complètement cramoisi, mais j'ai pas non plus envie de faire. Enfin, le tour de trop, ça veut rien dire du tout, parce que je suis dans l'organisation, mais de m'accrocher. En fait, c'est avec les champions, c'est pas avec les élus. Les élus, je pourrais durer 10 ans encore. Les champions, quand je me dis qu'au départ, ça m'a fait déjà un premier choc quand le dernier coureur qui m'avait connu journaliste a quitté le peloton. Et que maintenant, je réalise que Paul Sexas avait 4 mois quand je suis devenu directeur du Tour. Oui, vous dites oula. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter au premier virage, même s'il n'y en a pas 250 encore.